Bienvenue à tous les passionnés de littérature, aux veilleurs de nuit, aux zombies, aux lève-tôt, aux couches-tard, aux noctambules, aux somnambules, à ceux qui bullent nuitamment. Bienvenue sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Cette émission est la vôtre, alors n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux, hashtag Voyage au bout de la nuit, hashtag VBN. Ouverture de la deuxième enveloppe. À toi, ma princesse de la nuit. Madame, que devenez-vous? Je suis mal portant, perdu dans mes brumes, dans un effroyable sentiment de solitude et de votre manque de profondeur, ou plutôt instabilité en amour. Je sais bien que vous vous enivrez même de profondeur et de stabilité, moi il se répète, et que personne plus que vous n'a ressenti ce dont je souffre par vous. Mais n'êtes-vous pas une nature double, triple, innombrable? Dans le moment où j'ai vos mains dans mes mains, où sont votre regard, votre imagination, votre appel? Il écrit plutôt bien. Ne cherchez donc pas ailleurs. Nulle part vous n'êtes plus glorieuse, plus jeune, plus immortelle que dans mon cœur si sec, si méchant et si naïf. Signé Maurice Barrès. Maurice Barrès? Mais Maurice Barrès, ça me dit quelque chose. Ah ben au moins on a un nom, on sait qui c'est. Rémi c'est notre réalisateur. Rémi? Ah yes. Est-ce que tu peux me faire des recherches internet sur un mec qui s'appelle Maurice Barrès? Alors Barrès, B-A-2-R, accent S. Ok, merci beaucoup. Donc on aura la réponse à la fin de l'émission, j'espère. Merci. Alors, en attendant, on va reprendre tout de suite là où je me suis arrêtée, c'est-à-dire on va reprendre une nouvelle, ou plutôt un conte triste avec une moralité, c'est ce qu'il y a écrit, et ça a été écrit par Anna de Noailles. C'est parti. Le danger de l'amour n'est pas prévisible. Il se compose dans le mystère, c'est-à-dire dans la clarté quotidienne, et non dans les ténèbres, où, se défiant de lui, on pourrait le surveiller. Les secrets collaborateurs qui encourent à sa viabilité, et peut-être à sa perfection, ne sont pas d'espèce surprenante, au contraire. Leur présence est souvent bénigne et coutumière. Aussi naturellement que de légères nuées se groupent pour faire éclater la pluie, un visage habituel, un ciel d'été charmant, les battements d'un cœur qu'on était en droit de tenir pour mesurer entrent soudain dans la confection de la catastrophe, je veux dire du bonheur. Car la destinée qui exige que l'être humain agisse ne l'arrache pas à la quiétude aimable par des menaces, des roulements de tonnerre, un grand fracas de déluge et les couplets du chant de la carmagnole, mais le séduit et le convainc pleinement par des artifices d'une délicatesse inouïe, comparable aux effluves d'un radieux silence. Au seuil des paradis, à l'entrée de tout bonheur, aux portes des chambres heureuses, ne croyons-nous pas voir toujours un énigmatique ange italien qui a le doigt posé sur les lèvres, le regard engagé dans le splendide avenir, et sous sa longue robe aux plis pesants, un pied qui déjà, mais à peine, se soulève, car le fallacieux promeneur sait bien que la persuasion et l'insistance sont immobiles. Là est son charme, sa dangereuse magie. Cet ange si doux, cet ange si coupable, il est pour moi le symbole de la tentation, riche en promesses de paix éblouissante et de tumulte encore engourdi. Est-il nécessaire d'indiquer que cette présence enchanteresse masque un affreux cortège de malheurs sordides? Ou plus simplement, que sous de nuances si plaisantes habite déjà la décomposition et le squelette? Ou encore, que pareil aux volubilis bleus qui fleurissent les balcons rouillés des villas borroméennes, elle se fane et s'évanouit, et nous révèle qu'elle cachait le fer sous la fleur. Ainsi faisaient les héros grecs. Mais il n'est pas pour poignarder que le fer aiguisé d'Harmodius et d'Aristogiton, un lamentable aspect des choses, suffit aussi à laisser évader
le souffle de la vie. Quittons à présent la mère vision angélique pour une aventure toute humaine dont elle ne voulait que nous donner l'avant-goût. Madame L, que nous appellerons Christine, avait une trentaine d'années. Si on lui demandait de raconter l'histoire de son enfance, et de sa jeunesse sans doute, malgré sa joie, sa bonne humeur, l'eût-elle fait avec rêverie et mélancolie parce que tout ce qui lui concerne le passé confère aux femmes un ton de sincère noblesse, de gravité et de poésie. Leur mémoire, douée des habiletés d'un jardinier japonais, choisit et compose aisément un bouquet pittoresque, où d'agréables détails suscitent l'approbation et réellement, chacune de ces anciennes petites filles se présente à nous avec des souvenirs qui l'honorent. Mais Christine possédait une santé sans défaut. Aussi vivait-elle quotidiennement, activement, sans laisser monter en elle ces arpèges du temps aboli, si dangereux, puisque tout aussitôt ils appellent une neuve musique qui leur réponde. Ce jeu de harpe dans l'esprit, tel que l'on nous représente les suaves harmonies dont s'environne le trône de Dieu, est bien certainement le démon responsable de la plupart des passions, nostalgie qui tend les bras au désir dont elle veut se recouvrir. Christine, de corps dispos, n'entendait point ces chants intérieurs. Avec confiance et ingénuité, elle s'abandonnait à la force des jours, qui la portait sans recevoir d'elle aucune impulsion. Elle était extrêmement jolie, pour ceux qui la déclaraient telle, et le paraissait moins à ceux à qui elle ne plaisait pas. Si naïve que semble cette affirmation, c'est toute l'histoire de la beauté des femmes. Elle s'étonnerait de savoir combien est aléatoire ce qu'elle croit être évident, inscrit sur les prunelles humaines comme sur les tables de la loi. Ah, si on leur disait que cette beauté, qu'elle promène avec un religieux sentiment de certitude et de précaution, est niée légèrement par tous ceux qui l'apprécient différemment, elles en laisseraient choir de surprise leur charmant visage, précieuse porcelaine toujours soumise à l'expertise masculine, qui seule peut leur en confirmer l'indéniable valeur. Une secrète insécurité trouble les plus sûres d'elles-mêmes. Aussi y a-t-il chez les femmes, au moment même de leur orgueilleuse ivresse amoureuse, une gratitude qui est comme l'apaisement d'être rassurée. En étant si craintive, elle se montre sagace. La beauté, plus indéfinissable que l'arôme, est pleine de déception pour les cœurs difficiles. C'est pourquoi le visage de l'enfance et celui de la tragédie sont seuls sans défaut. Ils échappent au jugement, car ils ne se soucient pas de nouer des relations avec les humains, mais dans leur candeur ou leur détresse, ils se présentent uniquement à la destinée. La charmante Christine, si elle ne plaisait pas, eût pu déplaire à cause de quelques grâces acquises qu'on devinait préparées par sa mère, qui, les tenant de sa famille, l'en avait revêtue à l'âge de la bonne tenue, qui est pour les filles celui de l'affêterie et de la séduction étudiée. Ainsi possédait-elle certaines intonations de voix, certains gestes de peur simulée, de politesse ou de surprise, qui par leur feinte faisaient songer aux petits doigts arrondis de la gouvernante lorsqu'elle soulève à table et porte à ses lèvres avec délicatesse un verre de vin coûteux. Sa dégustation, discrète et réfléchie, vise à nous renseigner sur ses passions et sa retenue. C'est une porte accessoire, à peine visible, mais ouverte sur l'âme. Deux grandes affections mettaient en poids solide dans la vie banale et gracieuse de la jeune femme. Elle aimait son mari, elle aimait une amie d'enfance. Sa personne salubre et sage se contentait du bienfait d'un double sentiment chaleureux. Elle devint veuve. La douleur qui l'accabla pesa sur elle comme une maladie dont chacun, et elle-même savait bien qu'elle guérirait. Au bout de quelques mois de ce violent malaise ressemblant à une grippe, qui aurait choisi de tourmenter l'âme, Christine, languissante mais convalescente, se louait de son courage, de sa sensibilité, de son énergie. Il ne restait du défunt que les mérites de la survivante. Loyale et saine,
Christine porta sa solitude conjugale comme ses robes de deuil, avec une gravité qui semblait la vouer corps et âme aux sombres couleurs, mais qui ne rompait pas avec élégance. Elle savait ce qu'on doit aux morts. Et si l'on est actif, c'est peu de choses. Elle savait ce que l'on doit à soi-même, et elle eût cru manquer à un devoir décent en négligeant la personne. Sa vie continua donc, soigneuse et précise, sans beaucoup de changements. Elle visita plus fréquemment son amie d'enfance et accepta de passer chez elle l'été qui s'annonçait. Madame de T, que nous appellerons Isabelle, avait les mêmes qualités que Christine. Pureté certaine, imagination médiocre, façon inculquée par une mère sensible et gracieusement surannée. Les troubles romanesques n'avaient pas visité celle-ci plus que celle-là. Elles dussent pu échanger leurs images, étant toutes deux belles, aimables, jumelles de cœur, pareilles à deux camélias frais et nets aux découpures identiques. Madame de T, dont le nom sera Julien, demeurait fidèlement épris de sa femme. Il avait perdu en Monsieur L un ami sûr et qu'il avait regretté. Mais à la suite de cette absence, qui ne devait point avoir de terme, le chagrin de chacun s'était fait si léger qu'il ne nécessitait pas de compensation. L'existence pleine et vaine de ces trois personnes agréables se poursuivit comme auparavant, raisonnable, affairée, reposante, un petit peu mêlée de littérature et d'art, sans néanmoins que ces dangereux éléments s'installassent au foyer. On les laissait pénétrer par distraction, par mollesse, ou comme on laisse ouverte trop tard une nuit d'été la fenêtre sur le jardin où pourtant rôde la chauve-souris. On s'approche un peu de l'espace, on contemple la prodigieuse nue. C'est une seconde d'interrogation, de désarroi, de stupeur intriguée, de surprenant plaisir, mais on s'éloigne bientôt. On retrouve l'étroit réconfort colorié de la chambre, et l'on sait bien que le rôle assidu et prépondérant d'une fenêtre consiste à être bien fermée. Les invités de la nuit sont rares, qui ne s'arrachent pas brusquement à son énigmatique rendez-vous. Donc la vie menacée de rester paisible, étale, lorsqu'il advint quelque chose d'incroyable. Il n'advint rien. Mais c'est sans doute à ce moment où rien n'advenait que l'ange évoqué au début de ces pages traversa le salon, où Julien se trouvait avec Christine, cependant qu'Isabelle, dans la pièce attenante, recevait le curé du voisinage. Un doigt posé sur les lèvres, les yeux dilatés par la vision du splendide avenir, son pied nu à peine soulevé, l'ange furtif était là de toute évidence, puisque, subitement, sans aucune raison, Julien s'aperçut que Christine n'était plus seulement la femme qui était l'amie de sa femme, mais une créature soudain révélée, mystérieusement respirante, suave, terrible, et qui se taisait. Qui se taisait ? Ah, si les mots ont une part puissante de responsabilité, dans les passions de l'amour, si leur torrent a entraîné jusqu'au délire et jusqu'à la mort les esprits submergés par leurs grondements écumeux, qui dira la foule immense des propos tenus par le silence ? Se taire ? L'homme qui se tait énonce ce fait. Je viens seulement de m'apercevoir de votre présence. Je vous parlais jusqu'à ce que mes yeux... Enfin, vous n'existiez pas. Et dès cet instant, je vous vois aussi. Aussi, je me tais. Vous m'entendez bien ? Et la femme, en se taisant, déclare : Nous nous taisons, et je l'admets, je vous ai tout à coup compris. Que ne vous exprimiez-vous plus tôt ? Doutez-vous de ma réponse ? C'est sur ce mode que se taisaient le monsieur et la dame que venait de contempler malignement l'ange des destinées funestes. Et que s'était-il passé d'autre ? Rien que d'habituel. Dans le salon aux baies ouvertes d'une maison de campagne, le ciel envoyait à 6 heures du soir ses chaudes bouffées d'air azuré. Les hirondelles, comme un peuple d'oiseaux en colère, se pourchassaient en criant sur la piste rose du cirque éthéré. Et parfois, s'enfonçait plus avant dans la rue, un jet brusque et poignardant comme autant de couteaux légers. Un gramophone, sorte d'important moulin à café, avait en effet moulu consciencieusement la musique torréfiée des tangos mexicains. Le perfide glissement des tonalités suaves,
aux tonalités aiguës n'avait pas manqué son but, qui est de pousser adroitement comme un pion sur un damier, le désir et la douleur vague sur le cœur du monsieur distrait et de la dame attentive. Les deux étaient touchés. N'ayant pas l'habitude de songer, chacun sentit que l'autre songeait. Ils songèrent l'un à l'autre mutuellement et se turent. Si insignifiants qu'ils fussent, dès ce moment-là, le miracle s'empara d'eux. Ils furent la proie du danger, ils appartenaient à l'instinct, et leur plaisir et leur malheur commença. Isabelle, dans le vestibule et puis sur le perron, avait salué le curé, d'autant plus souvent que cette politesse sans contact était renouvelée chaque fois par l'excellent homme, comme s'il craignait de rompre brusquement un lien qui eût risqué, en son détachement invisible, de faire perdre l'équilibre à sa partenaire. Et puis elle rentra gaiement dans le salon où sa destinée venait d'être changée. Petite minute, seconde indéfiniment divisée, dont le mince tranchant formidable s'était abattu sur Isabelle à son insu et avait créé cette chose terrible, la transformation. Il faut du temps pour que l'événement s'affirme et se meuve dans sa force devant les yeux enfin d'essayer. Les deux coupables, qui ne s'étaient rien dit, pauvres gens mais qui, percevant chacun la vie de l'autre, se sentaient coupables et s'empressèrent auprès d'Isabelle, lui parlèrent tendrement comme à l'ordinaire. C'était se croire libre encore, alors qu'ils s'étaient dévolus à la joueuse nature. Quoi qu'ils fissent, ils tenaient compte l'un de l'autre, ils se conformaient l'un à l'autre, sous le franc regard d'Isabelle, et inconsciemment, ils se concertaient pour la servir, comme deux musiciens qui s'appliquent moins à observer leur partition qu'à épier anxieusement et avec compassion la surdité du chef d'orchestre. Julien, de jour en jour, puisait de neuves et abondantes délices dans le visage de Christine. La liqueur dorée de l'œil sombre et long, qui lui semblait intentionnellement beau, déversait sur son cœur un tendre excédent de regard qui l'inondait de muette vanité. Les cheveux obscurs qui jaillissaient d'un front clair le laissaient ravi et perplexe, comme devant un paradoxal problème. Toutes les grâces de Christine le comblaient, tel un don fait par elle à lui, volontairement, et il la bénissait pour tant de générosité. Christine, se sentant aimée, eut cette immédiate reconnaissance, ce ploiement de l'âme devant le désir des hommes, qui est le témoignage du respect des femmes pour l'amour. La vénération qu'elles ont pour ce signe seul, qu'elles identifient rapidement avec celui qui en porte la marque éphémère, donne à leur acceptation spirituelle quelque chose de fatal, qui est également quelque chose de fortuit. Se voyant désirée avec une progressive ténacité, elle se sentit passionnément conquise. Quoi qu'on ait dit, la lutte de la femme contre l'homme n'est pas dans le sens de lui échapper, mais de lui appartenir infiniment plus que ne le réclament jamais les faibles mâles. La femme qui ne doute plus du désir qu'elle inspire ne cherche pas à se dérober, mais souhaite d'investir l'homme qu'il aime, de l'envahir et comme de le traverser. Louons les êtres passionnés qui, eux, ne croient pas au bonheur. Tout leur a enseigné l'inégal combat des souhaits avec les circonstances. À eux se livrent ce qui se refuse aux autres appels, illusions et réalités après lesquelles il serait juste qu'on mourût. Rien de tel ne pouvait concerner l'âme de Christine et de Julien. Désignés par les petites vertus, ils agirent avec une droiture soucieuse et avec cette sorte d'honnêteté où se révélèrent l'extraordinaire présomption des êtres de peu de génie, scrupuleusement occupés d'eux-mêmes et qui, impardonnable imprudence, croient gagner ainsi à leur cause le narquois, l'ironique avenir. Convaincus d'être désormais nés l'un pour l'autre, et la pensée de s'appartenir secrètement ne devant pas effleurer leur esprit, ils résolurent de patienter, de manœuvrer, selon une étroite morale, et de se parfaire. Sans doute unirait-il un jour leur destinée. Ce dernier projet, buté au solide obstacle de la présence d'Isabelle, n'avait pas de net aspect en leur pensée.
Ils travaillaient patiemment, d'heure en heure, à s'assurer de leur goût commun, de la délicatesse de leurs sentiments. Ils s'appréciaient chacun soi-même, et puis en groupe, ils ne se reprochaient rien, se trouvant sans défaut devant leur conscience, ou comparaissaient sans cesse leurs désirs, dominés par une pure décision. Ils ne doutaient pas que leur labeur de fine menuiserie ne dut leur frayer un chemin aisé qui les conduirait intacts à ce terme magnifique et raisonnable des choses qu'était pour eux le bonheur de Julien et Christine. Mais restait Isabelle, et c'était l'essentiel. Ils ne le pensaient pas. Comme au regard de tous ceux que l'amour possède, l'être sans passion paraissait enfantin, léger, et comme diminué de vie, de besoin, d'intérêt. Dans leur douce ébriété, les chastes amants, promis l'un à l'autre, se persuadèrent qu'Isabelle ne serait pas lésée grièvement par le départ. D'ailleurs, bien vaguement entrevue dans Marie qui n'était plus. Ô seule et toute puissance légitimité. L'homme que l'on aime depuis 5 semaines et qui semble une loi nouvelle dont se privait l'ordre de l'univers. À force de s'étudier, elle parvint à se reprocher sa légère fourberie et la quiétude de son amie, qui en était une conséquence. Elle crut donc devoir l'avertir des sentiments qu'elle éprouvait, de ce qu'éprouvait Julien, et des efforts qu'ils allaient tenter pour essayer d'entraver, et s'il se pouvait, d'abolir leur neuf amour. Étrange minute que celle où une femme vient, par bonté, dire à une autre femme « Vous n'êtes plus aimée ». Criminelle innocence de la sincérité. Quel prix attachent donc à leur conscience, à leur salut terrestre, les créatures qui, voulant s'accorder avec elles-mêmes, répandent d'une manière invisible le sang de leur prochain et s'absolvent par cette pensée salubre. C'était dur, mais il le fallait. Haïssant le mensonge, fourbe et fuyant renard, on m'annonce que Rémi... Ah, t'as des infos sur Maurice Barrès? Super. Alors, voyons voir. Rémi? Ah. Merci, Rémi. Super. Alors, Maurice Barrès, né le 19 août 1862 à Charmes, dans les Vosges, et mort le 4 décembre à Neuilly, était un écrivain et homme politique français, figure de proue du nationalisme français. Ah, il a entretenu une longue correspondance avec Anna de Noailles. Ah, alors ça veut dire que le mystère se resserre. Ah ah. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de voir la réponse dans la prochaine émission avec la 3e enveloppe. Parce que Rémi, apparemment, c'était resté... Ouh, il a fait plein de choses, ce Rémi. Non, ce Maurice, pardon, Rémi, c'était le réel. Eh bien, écoutez, Rémi, merci. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans la prochaine émission. Comme ça, on a la réponse. En attendant, je vous propose de reprendre une activité normale, comme dirait PPDA. À ciao et bonsoir. Très bonne journée à vous. Ciao, c'était Voyage au bout de la nuit.